Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Il y a 40 ans, le discours historique de Simone Veil pour défendre la loi sur l'avortement. Le poids des mots, le combat d'une femme et un destin hors norme dont nous allons parler ce soir. C'est décidément le parage de la discorde. Sivens fâche l'Europe. Bruxelles a annoncé l'ouverture d'une procédure d'infraction contre la France. Alors est-ce la fin de ce projet de barrage tant contesté? Analyse à suivre. Dernier jour de campagne à l'UMP, le vote pour la présidence aura lieu ce samedi. Ultime meeting, petite phrase et polémique. On en parle avec le club d'éditorialistes du mercredi 22h. La visite en France du président égyptien El-Sisi dominée par les enjeux sécuritaires. Les critiques françaises à l'égard de la répression dans le pays ont été soigneusement évitées pour mettre en avant la coopération des deux pays contre la menace djihadiste. Les images dans ce journal. L'un des assassins présumés d'Hervé Gourdel a été tué par l'armée algérienne. Les autorités du pays ont confirmé cette mort qui remonte à la fin du mois d'octobre. 15 personnes directement ou indirectement liées à l'assassinat du touriste français sont encore recherchées. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est décidément le barrage de la discorde. Sivens suscite une vive contestation en France, mais il irrite aussi à Bruxelles. La Commission européenne ouvre une procédure d'infraction contre la France pour non-respect de la législation européenne. Les explications avec Jérôme Bonnard. C'est une nouvelle opposition presque inattendue pour le barrage de Sivens. La Commission européenne ouvre une procédure d'infraction. La France n'aurait pas apporté de garanties suffisantes. Destiné à servir quelques dizaines d'agriculteurs, le projet du barrage est disproportionné aux yeux de Bruxelles. Pire, c'est une infraction à la législation européenne sur la qualité de l'eau. La procédure d'infraction était ouverte car, sur la base des éléments disponibles à ce stade, les autorités françaises auraient autorisé le projet en question, nonobstant la détérioration de l'état écologique de la masse d'eau concernée qui serait susceptible d'entraîner. Une lettre de mise en demeure va donc être adressée à Paris qui a 2 mois pour répondre. Chahutée cet après-midi à l'Assemblée nationale, la ministre de l'écologie a voulu rassurer tout en restant ferme. Les critères de qualité seront revus, le barrage sera construit. Les experts sont venus sur le territoire, mais venez-y, venez aux réunions, monsieur le député, vous y êtes bienvenus. Nous prendrons donc nos responsabilités en appui, bien évidemment, sur le Conseil général qui est maître d'ouvrage de cette opération. Et j'espère avoir des propositions à vous faire en accord avec les autorités locales avant la fin de cette année, mais vos propositions seront bienvenues. Près de 25% du projet, soit 2 millions d'euros, doit être financé par Bruxelles. Mais la procédure risque de durer et pourrait mettre en péril ce financement si la France n'apporte pas les réponses aux questions que se pose la Commission. Voilà, et toujours l'Europe qui a dévoilé son plan d'investissement à 315 milliards d'euros, un plan pour relancer la croissance économique. Et la question est de savoir si cette mesure va suffire. Les détails avec Jérôme Bonnard. Europe is back in business. C'était une promesse de campagne de Jean-Claude Juncker. Ce plan d'investissement sur 3 ans doit mobiliser 315 milliards d'euros à travers un nouveau fonds géré par la Banque européenne d'investissement. Les États mettront aussi la main à la poche sans cependant peser sur leurs dettes. Objectif, faciliter la création de 1 million d'emplois. Nous avons besoin d'un mécanisme qui soit simple d'utilisation pour les investisseurs et les autorités publiques. Un mécanisme qui puisse évoluer et se développer au fil du temps. De Berlin à Paris, le plan était accueilli très favorablement cet après-midi. C'est un plan qui est bienvenu, un plan d'investissement. La France, vous l'avez souligné, le demandait depuis des mois et des mois. Cela vient, il n'y a aucune raison de bouder notre plaisir. Les domaines de l'énergétique, du numérique et des transports devraient être concernés. Une bulle d'oxygène pour les 28 qui se prononceront sur ce plan en décembre.
François Baroin prend la tête de l'AMF sans surprise. L'ancien ministre et sénateur, qui était le seul candidat en lice, a été élu pour 3 ans président de l'Association des maires de France. Droite et gauche ont fait cause commune pour ce scrutin, sans toutefois accorder un plébiscite au nouveau président. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Est-ce que je pourrais avoir une pièce d'identité? Non, c'est bon. C'est bon? C'est le président. Dernier moment comme président de l'AMF, dans quelques heures, Jacques Pélissard passe le témoin. Je laisse ma place, comme il n'y a qu'un candidat, ce sera, je pense, François Baroin, qui sera mon successeur. J'en suis heureux parce que c'est moi qui l'ai choisi. Malgré les demandes de certains socialistes, Jacques Pélissard n'a pas réouvert l'élection à d'autres candidats. Ce matin, derrière l'isoloir, il n'y avait donc qu'un seul nom. Est-ce que vous pensez que M. Baroin va bien vous représenter? Très bien. J'espère qu'il fera un bon travail comme l'a fait M. Pélissard. Non, je ne sais pas, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est un homme jeune, compétent, dynamique, qui a une certaine expérience. Par rapport à sa prise de position sur la grande région, je ne suis pas en phase avec lui. Voilà. C'est un jeune qui a l'air qui est dynamique et je pense que ça va être un bon président de l'association des maires. Un bon président d'association des maires, avec son style dandy, le nouveau patron des maires détonne. Certaines petites communes ne se sentent pas représentées. La voix de l'ensemble de ces petites communes ne sera pas représentée avec Baroin. Elle a un seul candidat pour moi à une élection de ce type-là sur une association aussi importante que celle-ci. Ça ne représente pas la diversité. En devenant le premier maire de France, François Baroin n'est pas là où on l'attendait. Ses expériences de parlementaire et de ministre devraient toutefois être un atout dans la lourde tâche qui l'attend, à savoir mener la bataille contre la réduction des dotations des communes. La suite du 22h, dans un instant, c'est le club d'éditorialistes du mercredi. Débat et analyse autour des thèmes qui agitent l'actualité. Mais d'abord, le tour de l'info en France et dans le monde d'Agathe Pécastin. À la une, la mort de l'un des assassins présumés de notre compatriote Hervé Gourdel en Algérie. Un des ravisseurs d'Hervé Gourdel aurait été abattu par l'armée algérienne. C'est ce qu'affirme le ministre de la Justice. Le meurtrier présumé aurait été tué lors d'une opération antiterroriste menée en octobre dernier. Son identité n'a pas été précisée. Depuis l'exécution de l'ex-otage le 24 septembre, l'Algérie a lancé des poursuites contre 15 personnes. Tous sont actuellement en fuite. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est arrivé à Paris ce matin. Une visite officielle de 2 jours, très attendue, notamment sur le dossier libyen. Après 30 ans d'une relation distanciée, François Hollande renoue avec le Caire. Nous sommes pour l'Égypte un partenaire, et un partenaire qui doit être à la fois fort, parce que l'Égypte a besoin de la France, et un partenaire qui doit être dans une relation claire avec l'Égypte. Les organisations de défense des droits de l'homme espèrent que le président français n'oubliera pas le sort des opposants politiques emprisonnés en Égypte. Il assure n'avoir rien à se reprocher. Dans une interview télévisée, le policier incriminé dans le meurtre d'un jeune afro-américain se défend. Une véritable provocation pour la famille de Michael Brown. Hier soir, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays pour réclamer justice. Des images d'émeutes rares aux États-Unis. Le président Barack Obama a condamné les violences et a lancé un appel au calme. C'est une première depuis 2012. La majorité de gauche l'avait toujours rejeté. Passé à droite, le Sénat a adopté le volet recettes du budget 2015. Un vote qui permet de poursuivre les discussions à la Haute Assemblée sur la partie dépenses. L'UMP a tout de même su inscrire sa marque, avec notamment une hausse du quotient familial. Le club d'éditorialistes du mercredi 22h analyse et débat sur les sujets qui rythment l'actualité avec les journalistes de la presse écrite, les éditorialistes et le tout, comme d'habitude, est croqué en direct par notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Merci d'être à mes côtés et nous accompagne ce soir Henri Vernet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, rédacteur en chef adjoint du Parisien. Avec nous également Sébastien Le Foll. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Directeur de la rédaction du Point. Nous accompagne Cécile Cornidet. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste politique aux Échos.
Échos. Et Jean Garrigue est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Historien, spécialiste de l'histoire politique. Et voici les thèmes de notre débat. Ce soir, il y a 40 ans, le discours historique de Simone Veil pour défendre la loi sur l'avortement. Un combat d'une vie et un destin hors norme, on va en parler. Dans l'actualité également, les derniers jours de la campagne interne à l'UMP, polémique, petite phrase et guerre ouverte. Enfin, le Hollande bashing qui s'exporte bien avec la tournée de Valérie Trierweiler. Quelles conséquences? Et dernier sujet important quand même, l'Europe qui lance un plan d'investissement de 315 milliards d'euros pour relancer la croissance. Est-ce suffisant? L'analyse est à suivre tout à l'heure de Jean-Louis Gombaud. Mais d'abord, on va démarrer avec ce destin hors norme, celui de Simone Veil. Il y a 40 ans, elle défendait à l'Assemblée son projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Un combat âpre, violent, retour sur ce jour historique et un parcours impressionnant. On en parle juste après, mais d'abord, ce sujet de Sophie Normand-Couturier. Regardez. En 1971, elles avaient revendiqué avoir avorté. 40 ans après la légalisation de l'IVG, autour du président de l'Assemblée nationale, quelques signataires du fameux manifeste des 343 femmes ont rendu hommage à Simone Veil. Il nous aura fallu 40 ans pour enfin entrer et célébrer la loi Veil à l'intérieur de l'Assemblée nationale. 1974, devant un parterre presque exclusivement masculin, la ministre de la Santé prononce un discours qui marquera l'histoire parlementaire. Ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. 3 jours de débat et des attaques extrêmement violentes au sein même de l'hémicycle. Je me souviens qu'un parlementaire était venu avec des fœtus dans un bocal avec du formol et puis un autre avait accusé maman de vouloir jeter les cadavres des fœtus au four crématoire, ayant totalement oublié ce qu'avait été le passé de maman. À l'époque, la sénatrice Michèle André avait une vingtaine d'années. Elle se souvient. Quand elle a posé la problématique en termes de santé publique devant le nombre de femmes qui mouraient d'avortement, de suite d'avortement, dans l'indifférence générale, voire la réprobation du corps médical et d'un certain nombre de personnes autour d'elle, elle a mis son cœur sur la table au fond. En hommage à Simone Veil, les députés ont cet après-midi voté une résolution symbolique réaffirmant le droit fondamental à l'IVG. Voilà un combat âpre et violent. Jean Garrigue, est-ce que vous pouvez justement nous rappeler le contexte extrêmement tendu à l'époque lors de ce discours ? C'est moins compliqué parce que la majorité politique à laquelle appartenait Simone Veil, en tout cas à laquelle elle avait été rattachée par Valéry Giscard d'Estaing, était hostile à ce projet. Il y avait eu d'ailleurs un premier projet Tétinger en décembre 1973 qui n'allait pas assez loin. Et il a fallu, je dois dire, la volonté d'abord de Valéry Giscard d'Estaing, parce que c'est un projet qui a été voulu à l'origine par Valéry Giscard d'Estaing et qui a été travaillé en collaboration assez étroite avec le cabinet de Valéry Giscard d'Estaing. Et il a fallu l'habileté politique de Giscard et de Simone Veil pour faire avaler, j'allais dire, ce projet avec un certain nombre de concessions qui ont été faites à la droite, notamment le droit de conseil, le droit pour les chefs d'établissement de ne pas procéder à ces IVG. Il a fallu beaucoup de courage aussi pour Simone Veil, pour résister. Il y avait 9 femmes dans l'hémicycle à cette époque-là, une femme face à cet hémicycle d'hommes, avec cette majorité qui aux 2/3 lui est hostile, et notamment d'ailleurs la famille politique de Valéry Giscard d'Estaing, les Républicains indépendants, qui pour la grande majorité ont voté contre le projet, donc ça a été très difficile. Mais dans chaque camp, je crois que c'était très nuancé, Sébastien Fall. Enfin, il y avait les conservateurs un petit peu dans les deux camps, il n'y avait pas un camp à surtout dans le camp de la majorité. Il a fallu l'apport de la gauche pour que cette loi passe. Et moi, j'ai été frappé. J'ai eu l'occasion d'écouter l'intégralité de ces débats qui ont été édités par un éditeur. On les trouve en CD. Et c'est fascinant de voir le caractère de cette femme qui emporte la décision. Parce qu'il y a le projet politique derrière. D'ailleurs, ça nous renvoie aujourd'hui à la situation de la droite. Parce que finalement, c'est la dernière fois que la droite a été porteuse d'un projet, visiblement, de société. Un véritable projet de société qui visait à un type de société. Mais ça n'a pas suffi. Et c'est Simone Veil qui, effectivement, emporte la décision. Alors, le fils de Simone Veil évoquait
les souvenirs, le formol, mais il y a aussi un député qui était venu avec un enregistrement du cœur du fœtus, avec un amplificateur dans l'hémicycle. C'était absolument horrible, hein. C'était une tragédie qui se jouait. Elle savait que c'était un combat extrêmement difficile, mais elle n'imaginait pas, Henri Vernet, que c'était à ce point une telle violence, un tel déluge. Et dans la suite de l'interview, son fils, l'un de ses fils, Jean, qui est avocat, raconte qu'en rentrant à la maison, eh bien peut-être que cette femme qui est si justement forte, il y avait des moments vraiment, pas de doute, mais en tous les cas compliqués. Oui, parce que c'est épuisant de mener un tel combat. C'est vrai, quand on porte un projet, on l'a vu récemment, il y a une analogie, moi, qui me paraît intéressante, c'est Christiane Taubira. Quand elle porte elle-même son projet sur le mariage homosexuel, c'est un vrai combat physique. Je veux dire qu'elle est là face à une assemblée hostile, et quelque part, ça rappelle un petit peu les heures de cette lutte, en effet, qu'elle a menée pied à pied contre, vous l'avez dit, contre son propre camp. Il y a quand même un soutien, on a pas mal parlé du rôle de Giscard. La violence, là, vraiment, est d'une autre nature. Elle était vraiment d'une autre nature. Mais attention, Taubira, bien sûr, il y avait l'Assemblée et hors de l'Assemblée, mais qu'est-ce qui s'est passé hors de l'Assemblée il y a un an? Mais exactement, les attaques racistes, toutes les insultes, et tout ça est quand même favorisé. Quand vous avez un climat d'ébullition, un climat de violence, un chaudron comme à l'Assemblée, mais c'est le meilleur exemple à donner à tous ceux qui veulent se lâcher en dehors. Et c'est d'autant plus facile de le faire, en effet, quand on n'est pas contraint par une Assemblée qui, quand même, doit être un petit peu auguste. Donc, bien sûr, c'était extrêmement difficile. Les fils de Simone Veil l'ont bien rappelé. Je crois qu'il y a aussi un téléfilm qui le marque bien. Ça marque d'ailleurs aussi, ça marque finalement la relativité d'une société. À quel point tout ça, ça n'était qu'il y a 40 ans. Moi, je me souviens, à la même époque, je vivais en Italie, je grandissais là-bas, et là-bas, à la même époque, on discutait du divorce. Donc, on voit un petit peu à quelle vitesse les sociétés évoluent. Ça nous paraît la préhistoire, mais non, voilà. Et en plus, c'est fragile, parce qu'on voit aussi que ce droit à l'avortement, d'abord, il n'existe pas dans toute l'Europe des 28, et il est remis en cause là où il existe, comme en Espagne. Donc, il y a cette relativité. Je voulais juste dire aussi un petit mot. On a beaucoup cité Giscard, un autre a joué un rôle très... Voilà, Chirac, qui était vraiment le soutien. Je me souviens d'un moment où il s'est assis à côté d'elle, voilà. Bien sûr. Et c'est dommage de ne pas le citer. Voilà, absolument. Là, pour le coup, il a vraiment été d'une solidarité exemplaire. Je crois que Simone Veil lui en a toujours été redevable et reconnaissante. Elle a toujours dit que c'est un projet qui a été voulu par Valéry Giscard d'Estaing et qui avait été concocté par le gouvernement et voté par une majorité. Elle s'est toujours retranchée derrière cette légitimité républicaine sans tirer la couverture à elle, ce qui est aussi grand par rapport à ce combat qu'elle a mené. 74 heures de débat, des inscriptions ordurières sur les murs de son parking, je crois, des croix gammées, la référence au génocide, plusieurs, Jean-Marie Daillet, Hector Roland, pour les citer, le fameux Jacques Médecin, voilà, le grand Jacques Médecin qui lui dit... Et c'est ce jour-là que la légende est née, en tout cas auprès des Français, Cécile Cornudet, avec aussi, ne l'oublions pas, son passé, et elle apparaît comme une garante de l'éthique et de la morale en politique. Oui, moi ce qui me frappe, c'est qu'on a l'impression quand même que c'est la politique d'avant. Une politique qui n'existe plus aujourd'hui. On ne verrait plus aujourd'hui une majorité défendre un projet de gauche et une opposition voter ce projet, même parce que présenté par la droite. Et sans doute qu'on ne verrait plus non plus quelqu'un porté avec tellement de courage et avec des convictions comme ça mises sur la table. On a l'impression aujourd'hui de partis qui sont tellement perdus qui n'osent plus sortir de leur clivage et d'oser comme ça quelque chose pour être dans l'histoire. C'est votre sentiment? Oui, Henri Vernet. Qui les accentue, parce qu'on voit qu'il y a une instrumentalisation aujourd'hui des questions de société, alors qu'en effet, sur bien des thèmes, il devrait y avoir une espèce de rassemblement, un certain œcuménisme, mais non, c'est le contraire. On instrumentalise ça, parce que je ne suis pas sûr que, pour reprendre cet exemple du mariage pour tous, que tous ceux qui en sont aujourd'hui les contempteurs soient au fond d'eux-mêmes véritablement opposés. En réalité, il s'agit tout simplement... Mais bien sûr, il y a énormément de postures, il y a de l'instrumentalisation, encore une fois. Et parce que finalement, le législateur, il est quand même là pour quoi? Pour normer et codifier ce qui se passe déjà dans la société. C'était vrai il y a 40 ans avec l'IVG, avec l'avortement, et c'est vrai aujourd'hui, donc avec toutes les formes de mariage qu'on peut connaître. Donc, normalement, le législateur aurait dû être beaucoup plus apaisé. Certainement pas le vote à l'unanimité, mais quand même. On va jeter un coup d'œil à la caricature d'Hervé Baudry sur ce sujet, sur cette icône. Un petit sujet un peu grave, puisque à l'époque, on avait les fameux épisodes des faiseuses d'anges. Donc là, moi, j'imagine une faiseuse d'ange au pays de la merveille. Maintenant, elle fait du tricot, tout simplement. Voilà. Sébastien Le Foll, aujourd'hui, Simone Veil a choisi le silence, on va dire. Il suffit de la citer, je veux dire, pour être ému et combatif. Encore aujourd'hui, encore chez les jeunes. C'est le cas? Oui, chez les jeunes encore un petit peu, mais ça reste effectivement la fin. Et c'est vrai, moi, il y a beaucoup un parallèle à faire avec quand même Christiane Taubira.
on sent quand même là ce même caractère. Et puis en même temps, il y a une dureté chez Simone Veil. C'est pas non plus un modèle de douceur pour arriver à faire des réformes. Les grands réformateurs n'ont jamais été des agneaux. Il y a une vision un peu angélique aussi de Simone Veil, mais qui effectivement, mais qui en même temps se ressent. Ce caractère, cette volonté, je pense, c'est ce qui est encore, regardez, même en privé, même chez Thatcher encore aujourd'hui, on dit du bien de Thatcher. Donc, c'est le paradoxe d'une femme qui ne se présentait pas, en tout cas dans ce projet-là, comme féministe, mais qui est devenue une incarnation du féminisme. Elle l'était, elle le dit profondément. Et en tant que magistrate, au début du mouvement de féminisation de la magistrature, elle a vu ces problèmes-là, elle en a entendu parler, elle a vu ce que c'était que d'être une femme confrontée à la supériorité des hommes, enfin au nombre des hommes, et son féminisme a su se canaliser à travers une stratégie politique qui a rendu cette loi parce que c'était un triomphe. Une vraie politique également. C'est une vraie politique, et elle l'a montré par la suite. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que cette loi était provisoire, et qu'ensuite il a fallu la revoter définitivement en 1979, qu'il y a une autre femme, qui est Monique Pelletier, qui l'a portée. Il faut quand même aussi le rappeler, c'est-à-dire que ça a été Bien progressif. sûr, Monique Pelletier, puis on a rappelé le rôle primordial de Valéry Giscard d'Estaing, également celui de Jacques Chirac et Simone Veil, évidemment, exemple aujourd'hui de la morale et de l'éthique en politique. Mais le débat reste quand même sensible, parce que quand il y a eu la discussion en début d'année sur l'amendement, savoir s'il fallait retirer la notion de détresse, on a entendu aussi quelques députés de droite ressortir des arguments de... Le débat est toujours d'actualité, oui. Le texte qui a été voté à l'Assemblée, bon, il y a une unanimité, mais manifestement, il y a pas mal de débats ont ressurgi. Est-ce qu'il fallait mettre dedans l'histoire de la PMA? Il y a beaucoup de peur que ça véhicule encore. C'est pas si lointain dans tout cela, finalement. Non, ça reste d'actualité. En effet, PMA, GPA, tous ces débats-là viennent. Cela dit, moi, justement, par rapport à ce qu'on a vu récemment, ces derniers mois, j'étais presque surpris quand même que les chefs de groupe, que les présidents de groupe le votent à l'unanimité. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de réticence. Allez, sur ce sujet, une dernière caricature d'Hervé. Pour reprendre les propos de Stéphane Le Foll, comparaison de Taubira et Veil. Alors, c'est Sébastien Le Foll, puisqu'on ne reçoit pas le ministre ce soir. C'est Sébastien. Mais pas encore. Sébastien. À la prochaine alternance. Voilà. Sébastien, donc femme à chignon, femme à conviction. Exactement, voilà. Allez, tout autre thème à présent. Autre sujet dans ce club éditorialiste, c'est le Hollande bashing qui s'exporte bien, et c'est véritablement un feuilleton, un poison lent distillé goutte à goutte. La tournée de Valérie Trierweiler alimente le Hollande bashing. On va écouter un extrait de son interview à la BBC. J'espère que ce livre lui servira d'électrochoc. Je ne suis pas sûre qu'il l'ait lu, mais il en a forcément entendu parler. Et j'espère qu'il verra à travers ce livre les erreurs qu'il a faites et qu'il ne devrait plus faire. Peut-être aussi en quoi son électorat de gauche se sont trahis aujourd'hui par la politique actuelle. Voilà, on va élargir dans quelques instants le débat à des conséquences plus larges, mais justement sur ces conséquences de ce feuilleton, Cécile Cornudet, est-ce que selon vous, c'est ce qu'on lit, on entend, le président, le roi est nu après tout cela ? On est tous dans sa chambre à coucher. C'est sûr que ça a fait très mal à son image. Il restait quelqu'un de sympathique. Je pense qu'elle a quand même un peu écorné ce sentiment chez les gens. Cela dit, le plus important, à mon avis, dans l'impopularité de François Hollande, c'est sa politique, ses résultats, plus que ça. Peut-être que les gens font quand même un peu la part des choses, la part de la vengeance, dans la part des... On le verra bientôt, mais de manière plus générale, Jean-Guéric, vous avez publié aujourd'hui une tribune dans Libération pour dire stop, ça suffit, cessez le feu sur François Hollande. Trop, c'est trop ? D'abord, je trouve que c'est trop qu'on est arrivé à un niveau de bashing, pour parler franglais, qui est insupportable, mais qui est la traduction d'un phénomène qui est irréversible de toute manière, de désacralisation et surtout de désanctuarisation de la fonction présidentielle. Or, cette fonction présidentielle, et c'est surtout ça que je voulais dire dans cet article, elle est quand même construite précisément sur la sanctuarisation, sur la distance, puisqu'elle repose a priori sur une sorte de monarchie républicaine toute puissante. Il y a donc une contradiction
entre ce rapprochement, cette publicisation de l'intime présidentiel, que ça concerne François Hollande ou avant lui Nicolas Sarkozy, qui a quand même beaucoup fait pour ce rapprochement et cette trivialisation, me semble-t-il. Et il y a une contradiction entre cette image qu'on conserve d'un président qui devrait être omnipotent, qui est un peu au-dessus de la mêlée, à qui on doit faire confiance, et puis ce rapprochement, cette intimisation. Je pense que François Hollande est responsable pour beaucoup de ce qui lui arrive, d'abord en ayant choisi de s'intituler président normal, alors qu'on ne peut pas être normal lorsqu'on est président, mais je pense aussi que la surmédiatisation, la manière dont la politique est de plus en plus feuilletonisée fait qu'on est là dans une vraie contradiction, me semble-t-il. Et peut-être même une réflexion, Sébastien Le Foll, sur ce système à la fois politique et médiatique qui condamne ce feuilleton Valérie Trierweiler, mais qui s'en délecte en même temps. Qui sont délectes. Moi, j'ai trouvé quelque chose de pitoyable dans cette tournée. Alors que ça prenne en Angleterre, c'est normal. Hein. Les Anglais cherchent toutes les bonnes occasions de nous ridiculiser. Mais quand on lit la presse britannique sur les prestations de Valérie Trierweiler, il y a beaucoup de condescendance et puis de mépris pour Elle a fait beaucoup d'audience. Moi, je suis pas sûre qu'elle ait tellement passionné les Anglais. Hein. C'est notre regard à nous, de Français. Quand Lady Diana venait se plaindre en France de ces mauvais traitements qu'elle subissait en Angleterre, ça avait autrement plus de classe. Là, on n'a pas l'équivalent à proposer aux Anglais, et c'est ça qui est le plus pénible. Dans la monarchie républicaine, non, moi il y a deux choses. Que le roi soit nu, oui, et c'est d'ailleurs ce qui est étonnant et frappant dans ce système Hollande, où on est immédiatement aux grilles de l'Élysée et on rentre dedans, mais surtout ça vient de son propre camp. Bon là c'est le camp intime, c'est son ex-compagne, mais ce sont également tous les bouquins et les sorties des Delphine Bateau, de Cécile Duflot, les sorties de Morel, les sorties de Benoît Hamon, la République, un gouvernement qui menace la République, etc. Je veux dire, on atteint des sommets dans le dénigrement, dans le manque de responsabilité. Il y a un manque de sens de responsabilité, mais qui est extraordinaire. On a une génération Attila qui démolit la maison PS, mais comme il y a à peu près son équivalent à droite. Mais juste une deuxième chose, je suis d'accord, c'est là l'extrait qu'on a vu en plus de Valérie Trierweiler, on a envie de lui dire mais ça suffit, rentre à la maison, on passe à autre chose. Parce que ce qui est étonnant dans cet extrait, c'est qu'elle essaie de se poser en experte, en analyste politique, mais pour mieux faire oublier que dans son livre, qui est pas inintéressant par ailleurs, hein, qui dit beaucoup de l'homme intime François Hollande. Moi, ce qui en ressort, c'est quand même une espèce d'inconsistance du personnage Hollande qui pose question quand même. Mais là, elle met l'accent sur tous les défauts politiques et donc elle lui donne des conseils politiques, alors que son livre est quand même un règlement de compte personnel. Et là, sa tournée en Angleterre coïncide, alors que je ne sais pas quel est l'événement, le premier, mais enfin avec les nouvelles photos avec Julie Gaillet, etc. Et donc on sent que c'est quand même d'abord une femme blessée qui s'exprime. Et là, on est quand même en effet dans un mélange de genres. Que les Allemands, où le livre a été, paraît-il, imprimé en Allemagne, mais que les Allemands, pour le moment, restent très discrets. Ils ont plein d'autres reproches à faire aux Français, mais pour le moment... C'est pas le cas. Regardez, en Italie, puisqu'il va être traduit en italien, et bientôt en Russie, il va être traduit en russe. Et sur la caricature d'Hervé Baudry, on va voir encore... Notre cher président regarde un petit peu son futur agenda. Oui. Et puis, si le destin... Alors, on va voir la caricature qui va arriver. Mais justement, puisque vous avez parlé, Cécile Cornudet, du Hollande bashing, est-ce que c'est pas également, et c'est peut-être plus grave aussi, du France bashing par rapport au pays? C'est pour ça que je pense que c'est des pays... justement qui se délectent. C'est double tranchant, ça tournée, à mon avis. Ça peut être le moment de trop, parce qu'en même temps sortent les chiffres sur combien elle a gagné ou elle va gagner. Donc peut-être que les gens vont avoir le sentiment qu'elle fait ça pour de l'argent. Et à combien elle va être taxée? Parce que la vraie vengeance de François Hollande, c'est ça. C'est sur les impôts qu'il va prélever sur ses droits d'auteur. Et elle gagne surtout dans les traductions, d'ailleurs. C'est ça. En édition, c'est là où on gagne le plus. Et donc aller faire la mauvaise publicité de la France pour gagner de l'argent, est-ce que finalement ça ne va pas se retourner contre elle? Jean Garrigue, vous êtes l'historien, vous voyez le temps long, etc. Oui. Nous, on est un petit peu dans la machine médiatique. Qu'est-ce qu'on va retenir de tout cela un autre jour? Là, on a parlé d'un sujet tellement important, on a parlé de ce discours historique et de ce que l'on commente ce soir. On va en retenir précisément cet affaiblissement de la fonction présidentielle, cet affaiblissement au-delà du rayonnement de nos institutions, et cette réflexion, je le pense, qu'il faut avoir maintenant sur ce que doit être véritablement le rôle d'un président de la République, sans même parler de 6e République, mais essayer de réfléchir, peut-être de revenir à ce qu'était l'esprit initial de ces institutions. En tout cas, sur le long terme, c'est une période, bon, c'est une banalité de le dire,
avec une période de crise de confiance terrible, et ce genre de comportement ne fait que l'accroître. Et je pense qu'il y a, alors là aussi sur le plan historique, peut-être que l'avenir me donnera raison, je n'en sais rien, mais il y a une sorte de contradiction entre ce qui est précisément au fond un acte de courage politique de la part de François Hollande, qui est d'avoir publiquement et assez clairement pris acte de ce qu'est aujourd'hui la mutation du socialisme, de ce que doit être la mutation du socialisme, qu'on appelle social-libéral, qu'on peut appeler voilà, oui. Social-démocrate ou social-libéral. Je crois que aucune des deux expressions n'est valable en réalité, mais je pense qu'au fond, il y a quelque chose qui relève là d'un tournant historique. Il a fallu un certain courage pour prendre ce tournant, et c'est à ce moment-là qu'il est le plus décrié et qu'il est au plus bas des sondages. Ceci explique d'ailleurs peut-être cela. C'est-à-dire que selon vous, selon Jean Garrigues, Sébastien Le Foll, il y a cette mue, ce courage politique, hein, comme vous le dites, de François Hollande, et sur le plan privé, eh bien, il y a ce qui vient rabaisser la fonction du président. Cette mue, elle est venue tardivement aussi, hein, puisque elle n'a pas été préparée, elle n'a pas été conçue, théorisée avant la prise du pouvoir, et donc elle se fait en direct au moment où effectivement éclatent toutes ces affaires. Et alors après, toute la question est de savoir si on rendra justice. Il a pris le pouvoir sur un tout autre discours, celui des 75%, alors que profondément, on sait bien que le vrai Hollande, voilà, c'est celui-là, c'est le Hollande de 31 décembre 2014. Bien sûr, bien sûr. Alors merci messieurs, on va poursuivre notre club éditorialiste. Parler d'un autre sujet ce soir, c'est le plan d'investissement européen, plus de 300 milliards d'euros. On va écouter la réaction de Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières. Ce que ce plan veut faire, c'est permettre à l'Europe de franchir la frontière technologique et donc d'avoir des investissements qui soient ciblés dans ce qui est l'avenir, dans le numérique, dans les transports, dans la transition énergétique, dans le capital humain, recherche, éducation, innovation, dans tout ce qui permet d'avoir une place forte dans le wagon de la croissance mondiale. Parce que l'enjeu, il est là. C'est faire en sorte que notre continent retrouve la croissance, retrouve l'emploi, et pour ça résorbe ce dont il souffre, un déficit d'investissement. L'investissement en Europe est de 20% inférieur à ce qu'il était en 2008. Et nous sommes tout près maintenant de 2015. Et en compagnie de Cécile Cornudet, Sébastien Le Foll, Henri Vernet et Hervé Baudry, on accueille notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombault. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, 315 milliards d'euros. Est-ce que l'Europe, souvent qualifiée de belle endormie, se réveille enfin avec ce plan d'investissement ? 315 milliards d'euros, ça fait beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est pas 315 milliards d'euros, c'est ça le problème. C'est, si on veut être vraiment à peu près objectif, c'est pas 315, c'est 60 milliards. Et si en réalité on creuse vraiment, c'est pas 60, c'est 21 milliards. Donc ces 21 milliards, c'est le socle sur lequel devraient se bâtir les 315 milliards d'euros dont vient de parler M. Moscovici. Je signale entre parenthèses quand même qu'aujourd'hui, lors de la présentation de ce plan de relance européen, M. Moscovici n'était pas là. C'est-à-dire qu'il y avait M. Juncker, il y avait le président de la Banque européenne d'investissement, et il y avait M. Heikkinen, qui est le Finlandais, qui chapeaute M. Moscovici. Je veux dire par là que ça confirme que... On a compris ce que vous voulez dire par là, oui. Donc, non, mais c'est important, parce que est-ce qu'on a eu raison vraiment de réclamer ce poste à tout prix, alors qu'il est placé sous la tutelle de quelqu'un d'autre. En tout cas, donc, comment ça va se passer ? Il y a 21 milliards d'euros qui seront apportés pour 16 milliards par la Commission, le budget européen, qui n'a pas utilisé tous ses fonds, plus 5 milliards de la Banque européenne d'investissement dont on vient de recapitaliser. Et là-dessus, la Commission espère que, grâce à ces 21 milliards, elle pourra emprunter sur les marchés des capitaux. Donc là, on passe à 60 milliards d'euros. Et ces 60 milliards devraient servir à prendre une partie du risque des investisseurs qui financeront les fameux projets de relance, et on en espère 315 milliards. Donc c'est un système de poupée russe, en quelque sorte, et le socle réel ne sera que de 21 milliards d'euros. Après, ça va dire, regardez Jean-Louis Gombault, à Hervé Baudry. On peut dire que c'est de l'air frais ou une grosse bouffée. En tout cas, il faut que tout le monde en profite. Il faut faire tourner là. Hein. Exactement. Il y a beaucoup de fumée. Alors donc, ce que je veux dire, voilà, c'est maintenant, quels vont être les problèmes ? Incontestablement, si on investit 315 milliards, et M. Moscovici a tout à fait raison, l'effondrement de l'investissement en Europe est extrêmement grave, et donc il faut redresser la situation, on est bien d'accord là-dessus. Mais on va financer des projets. Le problème, c'est que, comme l'a dit M. Juncker dans sa conférence devant les élus européens, il sera possible pour chaque État d'abonder ce fonds. Et il a laissé entendre que l'argent que les États nationaux apporteraient à ce fonds pourrait
ne pourrait ne pas être comptabilisé dans la dépense publique afin de pouvoir réduire le fameux 3%. Mais il y a beaucoup de précautions, mais c'est une ouverture intéressante. Et enfin, ce sont des projets. À partir de là, vous imaginez bien qu'il va y avoir une bagarre absolument extraordinaire entre les pays européens pour dire moi j'ai financé un peu, pourquoi c'est pas chez moi que va le projet? Donc on est parti sur une bataille homérique sur où vont se situer les investissements. Je voudrais juste rappeler quelque chose, qu'on a parlé de Simone Veil tout à l'heure et on n'a pas parlé de l'aspect européen. C'était une Européenne convaincue également. Oui, mais ce qui était presque naturel pour quelqu'un qui avait vécu dans sa chair aussi durement la guerre de 40-45. Donc c'est vrai que c'était pour elle important, cette construction européenne. Et juste, c'est vrai, vous avez raison de modérer le propos sur les 315 milliards. En même temps, ce qui est important, c'est quand même ce changement d'attitude, ce changement de cap d'une Europe qui arrête d'être l'Europe qui visse les boutons, qui est obsédée, les boulons et qui est obsédée par la rigueur budgétaire et qui quand même revient à sa vocation première, qui est le développement, l'essor. Et donc, oui, parler de projet, sans parler d'Ariane, d'Airbus, etc., mais revenir, disons, à une notion un petit peu plus optimiste de l'Europe, donner de l'air, comme le disait notre dessinateur. Oui, c'est le cas, Cécile Corneille. Il y a un avant et un après Juncker, sans vouloir donner une importance très importante, comme le dit Jean-Luc Rambaud. C'est une petite lueur d'espoir, une bouffée, comme dit Hervé. Ça arrive dans un moment où l'euro est plus bas, où le prix du pétrole est plus bas, où peut-être ça, c'est des bonnes nouvelles qui peuvent laisser penser qu'un petit cercle vertueux va se mettre en route pour relancer l'économie. Oui, alors je rappelle quand même les titres de la presse européenne. Aujourd'hui, c'est un tour de magie, un enfumage. Hein, Sébastien Le Foll, on n'y croit pas tous. Mais moi, je suis assez frappé par la concomitance de deux discours finalement sur l'Europe. D'un côté, le lancement de ce plan d'investissement et de l'autre, le discours du pape François sur l'Europe, dans lequel moi j'ai trouvé beaucoup plus de force que ce plan. Alors, le pape, lui, ne vient pas avec des nouvelles, de l'argent, des monnaies sonnantes et trébuchantes, des miracles. Mais en tout cas, on peut, je pense que on verra ce qui est le plus frappant, en tout cas dans les opinions ce qu'on retiendra plus tard, européennes. Mais c'est vrai que là, l'enfumage est un peu à craindre. Je suis assez d'accord. Alors, à voir et à suivre. Autre sujet ce soir dans notre club, ce sont les derniers jours de campagne à l'UMP. Ultime meeting pour la présidence. Petite phrase et polémique, et on va écouter la phrase de Nicolas Sarkozy sur Rachida Dati. J'avais voulu Rachida Dati comme garde des Sceaux parce que je m'étais dit que Rachida Dati, avec père et mère algériens et marocains, pour parler de la politique pénale, ça avait du sens. Ou que Ramayad, cette jeune femme arrivée à 8 ans, après avoir passé ses 8 premières années à Dakar, c'était important que nous, la droite et le centre républicain, nous représentions la France dans sa diversité. Parce que la France d'aujourd'hui, elle est comme cela. Voilà, nous avons passé l'ensemble de la phrase pour bien comprendre le contexte de ces propos. Henri Vernet, est-ce que c'est une polémique justifiée ou est-ce qu'il y a une maladresse et peut-être plus dans de tels propos ? Mais ça, je ne sais plus, je crois que c'est dans le bouquin de Georges-Marc Benamou, là, sur ses années avec Sarkozy, où il dit « cet homme n'a pas de surmoi ». Et c'est assez vrai quand on entend Nicolas Sarkozy. Alors du coup, quand on n'a pas de surmoi, ça veut dire qu'on a se parler comme ça, très cash, très... Que Nicolas Sarkozy soit foncièrement raciste, moi je ne le crois pas. Ni son parcours, ni ce qu'il a été comme président. C'est quand même lui qui a porté la diversité, qui était d'ailleurs favorable aux quotas, etc. à l'américaine. C'est quelqu'un qui est fasciné par le modèle américain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Amérique, on parle tout le temps de la couleur, on parle tout le temps de la race, entre guillemets. Il y a beaucoup cela. Et c'est vrai que lui, par exemple, bon, là, il y a la tirade sur Dati, mais c'est quand même aussi assez sidérant ce qu'il dit sur Ramayad. Quand il dit, mais non, ta couleur, ça se voit que tu es africaine, ça se voit. C'est quand même, c'est extraordinaire de dire ça, c'est pas le discours d'un politique. Ou même, nous, dans le Parisien demain, on revient là-dessus, on dit justement, est-ce que c'est un dérapage ou pas? Et on rapporte un autre de ses propos, c'était un déjeuner à l'Élysée, il parle d'Obama, il dit, Obama, mais il est noir. Et puis il marche comme un Africain. Voilà. On est dans la bourde, on est dans le politiquement pas correct, etc. Est-ce que pour autant, c'est fondamentalement très grave? Moi, je suis pas sûr, parce que c'est sa façon de parler. Là où c'est plus gênant, c'est quand il parle de ce que cela sous-tend, et donc l'assimilation aux politiques pénales, Rachida Dati, donc immigration, donc délinquance. Ça, c'est vrai que c'est gênant, et là, c'est le côté un petit peu, ce tropisme qu'a la droite à assimiler un peu rapidement tout cela. Mais bon, on est dans une campagne, moi j'ai envie de dire, il est presque temps quand même qu'elle s'arrête, parce que là, c'était la dernière phrase. Il y a eu les huées de samedi à Bordeaux. La semaine d'avant, c'était ça coûte pas cher, l'abrogation voilà. Donc on est dans une campagne électorale. Si j'ai bien lu son interview dans le Figaro, il dit vouloir rassurer les Français par son calme.
et sa cohésion. Alors c'est vrai que plus on s'approche de l'élection, moins il a l'air calme et le naturel effectivement reprend le dessus. Je crois qu'il n'y a pas du tout sur moi, je ne crois pas du tout qu'il soit raciste. Oui, c'est un reproche qu'on peut pas lui faire, mais effectivement là on voit que il s'essouffle dans cette campagne, il est à court d'arguments, et d'où à mon avis ce genre de phrase. Et puis effectivement il a du mal à faire oublier, mais il est en candidat à la direction d'un parti politique, là. Hein. C'est pas la présidentielle. On l'a bien noté. On va parler de cette seconde étape à partir de samedi. Oui, Cécile Cornudet. Ce qui est très frappant, en fait, je trouve que cette phrase est symptomatique de cette campagne où il apparaît quand même beaucoup moins précis dans les mots. Dès qu'il sort du discours, il dit des choses qui peuvent être maladroites, etc. Il n'était jamais comme ça auparavant, comme si lui-même... Oui, mais ça, c'était pas un discours, c'était quelque chose... Je pense que c'est pas du même ordre. Quand il était dans une réunion publique, il était toujours très cadré, très précis, il savait où il voulait aller. Là, j'ai du mal à l'expliquer. Peut-être que lui-même a un peu un doute sur son rôle dans cette campagne. Il y a une explication, je voulais vous faire réagir à l'explication qui est donnée par l'Obs, dont je montre la une cette semaine. Voilà, usé avec une petite batterie qui se décharge, pas d'idée, pas de travail, pas d'envie, dit l'hebdomadaire. Et on peut lire dans le dossier qu'en fait, il ne voulait pas faire cette campagne. Il y va un petit peu les pieds lourds, si je puis dire. Oui, enfin, c'est le sentiment qu'il donne. Je pense qu'effectivement, il donne l'impression d'avoir moins travaillé. Ça, je crois que c'est assez vrai. Enfin, c'est les témoignages qu'on a de son entourage. Quelqu'un qui avant avait énormément préparé ses conquêtes. Et là, qui maîtrisait parfaitement le détail de ses dossiers. Là, il est effectivement un peu en roue libre. Il y a un peu une fiction qui était que Runmir-O'Ménil, pendant 2 ans, il connaissait la France, il comprenait la France parce qu'il recevait tout le monde Runmir-O'Ménil. En fait, l'épisode devant Sens commun de la Manif pour tous montre qu'en fait, il n'avait pas, moi je pense qu'il n'a pas vu les mutations de la société française, cette radicalisation, cette partie de l'UMP qui est devenue complètement épidermique. On peut le reconnaître, c'est vraiment un fin connaisseur de la vie politique et puis de ce qui se passe dans le pays, généralement. Oui, mais il était enfermé. Il a le flair. Il était enfermé pendant 2 ans et la société s'est beaucoup radicalisée. Je pense qu'il a perdu une partie de son brain trust. C'est-à-dire tous les gens qui l'épaulaient, qui lui faisaient les dossiers, etc. Beaucoup sont en réalité partis et s'est retrouvé quand même plus isolé malgré sa cour. Et ensuite, les choses se sont compliquées. La situation économique est beaucoup plus complexe que lorsqu'il s'est présenté en 2007. Les affaires de société aussi, vous parlez de radicalisation de la société française, aussi. Tout c'est compliqué. Tout c'est beaucoup. Et donc il apparaît qu'il n'apporte pas d'idées neuves. Peut-être va-t-il les apporter une fois qu'il sera à la tête de l'UMP, qui va reconstituer, disons, une équipe pour produire des idées. Mais c'est vrai que les idées anciennes ne marchent plus et il n'est pas fécond sur les idées nouvelles. Peut-être vont-elles venir dans cette seconde campagne, cet autre souffle à venir. Beaucoup. Alors peut-être qu'elles ne sont pas révolutionnaires, ni neuves, ni totalement appropriées, les idées qui sont émises, mais que ce soit lui, que ce soit sur l'autre campagne qui se joue en réalité. D'ailleurs, d'où la fébrilité de Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a 2 campagnes. Il y a celle pour l'UMP qui se jouera samedi, mais il y a celle qui est beaucoup plus importante et fondamentale, qui est celle des primaires en vue de 2017. Et il est sur ces 2 fronts-là. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu schizophrénique, comme ça, un petit peu, voilà, j'ai pas assez travaillé, etc. Mais des idées, il y en a à l'appel. Je veux dire, chez lui, là encore ce matin dans le Figaro, alors c'est passé un peu à l'as parce qu'il y a eu l'histoire de Dati, mais il propose, bon c'est peut-être pas génial, mais il propose de supprimer l'ISF. La semaine dernière, c'était... Non mais d'accord, non mais à fois il était revenu dessus, mais non, c'est ça qui est amusant. On aura l'occasion de débattre de ces thèmes. Et chez Juppé, chez Fillon aussi, il y a foison de propositions et d'idées. Ce qui est clair en revanche, c'est que ça n'était pas son timing. Il est revenu beaucoup trop tôt. Voilà, et ce sera un autre temps à partir de samedi. Allez, comme d'habitude, regardez, c'est la revue de presse de vos hebdos. Je voudrais vous faire réagir à cette première une, celle de Paris Match que vous allez voir, et c'est une qui est consacrée bien à Valérie Trierweiler qui poursuit sa vengeance selon le magazine. On va la voir s'afficher, elle arrive. La voici, Valérie Trierweiler poursuit sa vengeance. Première réaction, Sébastien Le Foll? Ben oui, on va peut-être en apprendre plus, puisque est-ce qu'elle poursuit dans Paris Match sa vengeance ou... L'Express à présent, qui s'intéresse, regardez, à la relation Sarkozy-Hollande, Hollande-Sarkozy. Pourquoi Sarkozy l'obsède et vice-versa? Ça, c'est encore l'autre match qui viendra plus tard. L'Obs, je vous l'ai montré tout à l'heure, ce sous-titre, pas d'idée, pas de travail, pas d'envie. On voit une batterie presque vide. Valeurs actuelles à suivre. Le cauchemar de Hollande, Sarkozy et les autres, c'est elle, Marine Le Pen.
comment elle terrorise la classe politique. C'est le dossier de Valeurs Actuelles, Henri Vernet. À un moment, j'ai eu peur que Valeurs Actuelles considère que Marine Le Pen était un cauchemar. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Godebet Esberg, le voilà, c'est celui de Valeurs Actuelles. Le point, alors non, mais bien sûr, non, mais ils ont raison de considérer cela, parce que c'est vrai que c'est une vraie hantise pour François Hollande. Il a quand même en tête le syndrome Jospin 2002. Et pour Nicolas Sarkozy également, et pour Sarkozy aussi, beaucoup. Oui, le point et les derniers jours d'Hitler, ultime conversation dans le bunker, n'est-ce pas, Sébastien Le Foll? Il y a 70 ans, le Troisième Reich s'effondrait. Ce sont des documents méconnus, vraiment, qui sont passionnants et qui éclairent sa chute. Les dernières conversations, c'est surréaliste et en même temps fascinant. À lire et à découvrir dans votre hebdo. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci à Hervé Baudry de nous avoir accompagnés. On arrive à la fin de ce journal. Merci surtout à vous de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Déshabillons-les. Merci, belle et douce nuit à vous. À demain, avec plaisir.